Bien, les structures matricielles, dernier grand type de structure, le plus évolué d'ailleurs. Alors, quels sont les grands principes de ces structures matricielles? Eh bien, l'entreprise est d'une taille tellement importante, son activité est tellement diversifiée, qu'un seul critère de segmentation de l'activité ne suffit plus. Il en faut un deuxième. Donc, la structure matricielle, c'est un tableau en double entrée en fait, dans la représentation. Donc, ça représente la juxtaposition de deux critères de segmentation de l'activité. Alors, il existe plusieurs formes de structure matricielle, oui, puisqu'on associe deux critères de segmentation. Donc, il existe plusieurs critères que l'on peut associer deux à deux. La plus courante, c'est fonction produit. Pourquoi c'est la plus courante? C'est très simple à comprendre. L'organisation, avant d'être très grande, était moyenne. Quand elle était moyenne, elle avait la structure organisationnelle des entreprises moyennes, c'est-à-dire la structure fonctionnelle. Quand elle s'est développée, elle a développé son portefeuille de produits, et donc tout naturellement, plutôt que de tout changer, elle a rajouté une deuxième dimension à sa structure organisationnelle, qui est la dimension produit. Et c'est devenu une structure matricielle. Il y a une logique donc d'évolution de la structure organisationnelle. Ça peut être marché géographique produit, notamment, quand est-ce que ça se passe, ça, marché géographique et produit? Ça se passe quand les critères, la marchandise peut se vendre dans beaucoup d'endroits, mais elle n'est pas vendue pour la satisfaction du même type de besoin, ou en tous les cas, elle est vendue à des clientèles qui ont des références culturelles, des pratiques d'achat qui sont extrêmement différentes. Donc il faut absolument distinguer en fonction du marché géographique. C'est notamment vrai, ça, dans l'industrie agroalimentaire. On peut consommer des marchandises qui sont relativement universelles, mais dans le même temps, elles ont toujours un aspect minimal adapté au pays de réception. Par exemple, on sait très bien que les différents types de Coca-Cola n'ont pas le même succès ou insuccès en fonction des pays. Il faut adapter la canette ou le conditionnement aux réalités du pays. Par exemple, dans les pays du Maghreb, il n'y a pas d'usine de verre. Donc, on n'est que sur de la canette ou sur du plastique. Il faut que le conditionnement il soit lisible par tout le monde. Donc, on va avoir des impressions canettes différentes. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Est-ce que je vends dans les supermarchés par pack de 12 ou est-ce que je vends 6 petites canettes à la fois? Bref, tout ça, ajouté l'un à l'autre, ça fait que les marchés sont très très différents. Donc, on a intérêt à distinguer ces marchés, les marchés les uns des autres. Troisième type de forme matricielle, projet produit, ça c'est très très nouveau, enfin très contemporain, pardon. Donc on a la logique de produit qui est la logique stable de l'activité, et puis tout ce qui est développement de l'activité va être confié à la dimension projet, beaucoup plus éphémère. Et ça, ce sont des organisations qui sont très difficiles à mettre en place et à piloter, mais qui sont extrêmement efficaces quand elles sont maîtrisées. Parce que ça prend en compte les deux nécessités actuelles, à savoir avoir une pérennité, une vue à long terme sur les affaires, c'est la logique produit, et puis en même temps, arriver à introduire l'éphémère et le changement par la dimension projet. Enfin, ça c'est beaucoup plus rare, la logique fonction-processus. On reparlera des structures par processus. Là, on est dans le cas très particulier d'entreprises de très haute technologie, notamment des entreprises Internet, qui permettent beaucoup mieux d'identifier les processus. Mais là, c'est très confidentiel, ce type de structure. Alors, représentation d'une structure matricielle fonction-projet, par exemple. Donc, vous avez deux types d'acteurs, des responsables fonctionnels, fabrication, marketing, développement, ressources humaines, et puis vous avez des responsables de projet, et puis là vous avez des équipes. Les équipes qui sont autour des projets, et bien ces équipes
elles sont issues donc de chacune des fonctions. Par exemple, là, on est sur le développement d'un nouveau produit, donc on aura 2 ingénieurs et 3 techniciens qui seront affectés pour leurs compétences techniques, qui seront associés au lancement du nouveau produit. Vous aurez évidemment un chargé d'études marketing qui sera là pour faire l'étude de marché ad hoc pour valider le lancement du produit et qui sera sorti de son service commercial et marketing. J'ai utilisé le terme « sera sorti de ». Alors, ce n'est pas forcément le cas. Il y a différentes manières de conduire les projets. Soit la personne, on va lui dire « tu consacres 1/3 de ton temps au marketing du projet et les 2/3 de ton temps aux activités marketing traditionnelles », ce qui est très très difficile en fait à réaliser et qu'il va y avoir toujours une influence du responsable marketing qui va essayer de minimiser le temps consacré au projet, parce qu'il n'en est pas redevable. Ou alors, on sort effectivement les gens de leur bureau, carrément, de leur service, et on fait vivre l'équipe projet dans des lieux idoines. Et là, c'est vraiment sortir les gens d'eux, c'est beaucoup plus efficace. Mais en même temps, c'est très consommateur de ressources, puisque du coup, on prive une fonction d'un de ses collaborateurs pendant un temps plus ou moins long. Mais on le verra, il y a différentes manières de mener les projets qui sont plus ou moins efficaces. Bien, synthèse. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait une pluralité des structures organisationnelles. Alors, pluralité, c'est peut-être beaucoup, mais un grand nombre de types de structures différentes. Simple, bureaucratique, taylorienne, fonctionnelle évoluée, divisionnelle, par produit, projet, zone géographique, type de clientèle, matricielle, voire aujourd'hui parfois en 3 dimensions, fonction, produit, projet. Bon, je ne peux pas vous proposer une représentation, nous n'avons pas encore l'écran 3D qui va bien, mais effectivement on peut représenter dans le volume une 3e dimension. Les difficultés de coordination, ça me paraît plus un jeu intellectuel qu'une représentation sérieuse et valable d'une réalité quelconque, parce que alors là, entre 3 dimensions, les problèmes de coordination, je ne vous dis pas que ça peut être effectivement monstrueux, quoi. Mais il y a des gens qui travaillent effectivement sur ce type de représentation. Aucune structure ne s'impose aux autres. Ça, c'est le grand enseignement. On le reverra avec Swinsberg, bien sûr, mais c'est le grand enseignement sur les structures contemporaines. Elles sont donc contingentes, nos structures organisationnelles, c'est-à-dire plus ou moins adaptées à un type d'entreprise, à ses activités et à ses environnements. Et c'est ça les principaux critères de choix d'une structure. Dans la réalité des entreprises, ce que je vous ai présenté sont des idéotypes au sens de Weber. Ça veut dire que ce sont des structures pures. En vérité, elles ne sont jamais pures, les structures organisationnelles. Elles sont toutes hybrides. Et je vous ai déjà donné le premier cas. Une structure divisionnelle. Dans les divisions, généralement, il y a un autre mode de segmentation des activités. Et le plus souvent, c'est très classique, c'est fonctionnel. Donc, structure divisionnelle et structure fonctionnelle cohabitent dans la même organisation. Hybridation, donc, des configurations structurelles. Autre enseignement, il faut être très modeste dans les structures organisationnelles choisies. Il faut les choisir pour leur qualité, pour leurs avantages, mais ne jamais oublier qu'elles sont toutes porteuses d'inconvénients ou de lacunes. Et il n'est pas toujours facile de voir si les lacunes ne l'emportent pas sur les avantages. Mais en tous les cas, c'est le type d'analyse que chaque entreprise doit faire lorsqu'elle choisit sa structure organisationnelle.